Chers amis, tout d'abord, je voudrais remercier à nouveau les organisateurs de cette université d'été qui a été en tout point passionnante, fantastique. C'est grâce à l'engagement, et je le souligne, de nombreux bénévoles qui n'ont pas ménagé leur peine depuis des semaines, y compris pendant le mois d'août, qui ont mis à disposition leurs compétences, leur énergie, leur bonne volonté, que nous avons pu bénéficier de ces 2 journées denses. Merci également à vous tous qui êtes venus de toute la France. Vous n'avez pas compté non plus vos heures pour nous rejoindre et montrer ainsi une nouvelle fois votre formidable attachement à la justice pour l'enfant, à un monde humain, à une société solidaire des plus vulnérables. Merci enfin aux intervenants de nous avoir offert, comme Patrick Buisson à l'instant, leur érudition, leur réflexion, leurs doutes, leurs craintes et leurs espérances. Ils nous ont nourris, nous repartons mieux formés, plus aguerris, prêts pour la suite. À propos des jours qui viennent, je souhaite vous partager quelques réflexions sur la PMA sans père et le contexte actuel. Le Comité consultatif national dit d'éthique, le CCNE, rendra un nouvel avis mardi matin, vous le savez, notamment sur les questions de procréation, et parmi celles-ci sur la question de la PMA sans père. Quelques réflexions en amont de cette journée. Et je parle bien de réflexions. Sortons des postures, des idées toutes faites. Attardons-nous vraiment sur le fond des sujets. Je sais que c'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons, mais malheureusement, c'est bien ce qui manque souvent à nos interlocuteurs. Le premier aspect de cette question de la PMA sans père est lié à l'éventuel abandon du critère médical. La PMA aujourd'hui est accessible à tous les couples qui ne peuvent avoir d'enfants pour une raison médicale, soit pathologie de la fertilité, soit risque de transmission d'une maladie grave à l'enfant ou au conjoint. Or, le Conseil d'État l'explique lui-même, si l'accès à l'AMP n'est plus conditionné par une infertilité, se pose alors aussi la question du maintien de cette condition pour les couples hétérosexuels. À terme, et je cite toujours le Conseil d'État, à terme, certains couples pourraient considérer que les progrès effectués en matière de DPI, de diagnostic prénatal, rendent cette technique comparativement moins aléatoire qu'une procréation charnelle. En effet, si la PMA n'est plus conditionnée par un motif médical, alors les couples hommes-femmes réclameront eux aussi d'avoir accès à la PMA suivant leurs souhaits personnels. Avoir un enfant quel que soit l'âge des membres du couple, avoir un enfant avec le sperme conservé d'un conjoint décédé, avoir un enfant de tel ou tel sexe ou ayant telle ou telle caractéristique. Quitte à faire un enfant grâce aux possibilités techniques, autant le faire selon ses souhaits individuels. Oui, si l'on sort de l'encadrement médical, alors pourquoi s'arrêter ici plutôt que là? Ne soyons pas naïfs, le reste va avec, et j'en veux pour preuve que le dit CCNE avait inclus ces autres questions au débat des États généraux de la bioéthique. D'autre part, si elle était légalisée, la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes supposerait, pour 100% d'entre elles, naturellement, un apport de sperme. Or, dans un contexte où il est de notoriété publique que les dons de sperme sont très insuffisants pour les couples inféconds, comment ferait-on? Nous envisagerions, bien entendu, la rémunération du sperme. Et là aussi, le CCNE avait inclus cette possibilité dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Et qu'on ne me dise pas que malgré la légalisation de la PMA sans père, le don est gratuit en Belgique ou en Grande-Bretagne, la réalité, c'est que ces pays achètent du sperme à d'autres pays. Le gouvernement britannique lui-même l'a publiquement déclaré le 31 août dernier à propos des problèmes que lui pose le Brexit. Il achète en fait le sperme dans d'autres pays européens, dont 30% d'achats réalisés au Danemark, comme il achète d'ailleurs des ovocytes et des embryons à d'autres pays d'Europe. Et au niveau international, savez-vous quel est le sperme qui coûte le plus cher? Là, je parle entre les continents. Eh bien, sachez-le, c'est celui des Asiatiques.
Regardez sur l'application Cryos International, vous le verrez tout de suite. Et pour quelle raison? Eh bien parce que les Asiatiques, eux, ne veulent pas donner ou vendre leur sperme. Alors s'applique la loi du marché qui veut que tout ce qui est rare est cher. Ainsi, vous le voyez, c'est la loi de l'offre et de la demande qui régit les tarifs comme n'importe quel autre marché, comme n'importe quel bien ou service. Or, nous parlons du vivant, de l'humain. Est-ce cela le monde que nous voulons pour demain? Et la question nous est posée à tous et posée à tous les Français. Nous sommes tous concernés. Alors en France, effectivement, avec la question de la PMA sans père, nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous restons sur le chemin du don, soit nous prenons celui de la marchandisation de l'humain. Il n'y aura pas de « et en même temps ». Autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, celui de l'écologie. La démission fracassante de Nicolas Hulot a entraîné des déclarations et des pétitions non moins fracassantes. Toutes témoignent de la maltraitance que les hommes font subir depuis longtemps à la nature. Toutes s'appellent à une véritable révolution. D'accord, mais alors, soyons cohérents et allons jusqu'au bout. On ne peut pas protéger les plantes, les animaux et l'environnement, mais pas l'être humain. Nier les besoins les plus naturels de l'être humain. Un besoin universel, avoir un père et une mère. Techniciser la procréation sans raison médicale. Faire de la procréation un trafic et un marché. C'est prendre des risques considérables, comme nous le faisons depuis des dizaines d'années avec la planète. Et nous en payons aujourd'hui le lourd tribut. L'écologie, oui, mais pour tout et tous. Je voudrais maintenant vous dire quelques mots de ceux qui partagent notre analyse, parce qu'ils sont nombreux, très nombreux. Beaucoup d'institutions se sont prononcées contre la PMA sans père ou ne se sont pas prononcées pour. C'est le cas, par exemple, de l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF. On en a malheureusement bien peu parlé, et pourtant c'est le cas. Elle représente 700 000 familles adhérentes et 7 000 associations familiales. C'est encore le cas de l'Académie de médecine, qui s'y est aussi clairement opposée. Alors, par ailleurs, il y a le Conseil national de l'ordre des médecins qui, avant-hier, a déclaré qu'il n'était ni pour ni contre, en somme. Au début de l'été, le Conseil d'État, lui, a déclaré qu'il n'existe pas de principe imposant une obligation d'élargir l'accès à la PMA, que le principe d'égalité ne peut être invoqué, ni celui de la discrimination, principe et prétexte à cette revendication de la PMA en l'absence de père. De même, le CCNE a rendu il y a un an un avis qui était également mi-figue, mi-raisin, avis dans lequel il concluait sur sa position favorable à la PMA sans père, mais après avoir longuement expliqué les raisons pour lesquelles il était contre. Pour en revenir aux médecins, si le Conseil de l'ordre n'est ni pour ni contre, tout en voyant bien les problèmes que cela pose, comme toutes les autres institutions, il y a bien néanmoins, comme l'a dit le quotidien du médecin, 45% des médecins qui sont opposés à l'ouverture de la PMA sans père. Il y en a 44% qui, au moment de ce sondage, n'étaient pas opposés et 11% qui ne se prononcent pas. Quoi qu'il arrive, le Conseil de l'ordre n'a pas consulté les médecins, qui sont ceux qui seront chargés de mettre en œuvre, de prendre la responsabilité, notamment de priver des enfants de père. Ils sont éminemment concernés et la médecine, la finalité de la médecine est en cause. Comment les médecins n'ont-ils pas été consultés par le Conseil de l'ordre? J'ajoute d'ailleurs qu'il y a eu une pétition de près de 1800 médecins, un manifeste des médecins, à l'initiative du docteur Raphaël Nogier à propos de la PMA sans père. Il y a également d'éminentes personnalités du monde scientifique qui viennent de tous les horizons, politiques, philosophiques, professionnels, etc. Et je pense au professeur Jacques Testard, je pense à Jean Leonetti, je pense à José Bové, etc., etc. Enfin, qu'en pensent les Français? Alors, nous le savons,
Dans le cadre des États généraux de la bioéthique, de janvier à fin avril 2018, eh bien, cette consultation d'une ampleur inédite a montré, comme l'a reconnu le professeur Delfraissy, qu'il n'y a pas de consensus. Mais plus encore, vous le savez, seulement une ultra-minorité s'est exprimée dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Seule une ultra-minorité s'est exprimée en faveur de cette extension. En fait, plus de 80% des participants, que ce soit dans les réunions publiques ou sur le site internet de consultation officielle, se sont exprimés contre cette transgression. Et quand 18 000 Français y postent 27 000 arguments sur cette question précise, ce n'est tout de même pas rien. Et j'ajoute ce sondage que nous avons rendu public hier, un sondage de l'IFOP, qui montre que pour 82% des Français, l'État doit garantir à l'enfant né par PMA le droit d'avoir un père et une mère. Comme le professeur Hirsch, le directeur de l'espace éthique régional Île-de-France, l'a reconnu, ces débats ont été apaisés, selon le fameux souhait du président de la République. Ces débats ont été le lieu d'expression d'arguments très divers, nombreux, réfléchis, pensés. Alors de ce débat apaisé, ne faisons pas un débat méprisé. J'en appelle donc solennellement au président de la République. Rappelez-vous, le président de la République, en campagne ou déjà élu, s'est prononcé plusieurs fois, lorsqu'il a été sollicité sur cette question, s'est prononcé à titre personnel comme étant favorable à la PMA sans père. Mais il a toujours posé pour condition, de manière systématique, l'existence d'un large consensus. Il a également souligné, et je cite, qu'il ne passerait pas en force. Il a évoqué le fait qu'il souhaitait des débats qui soient favorables. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de débat favorable. Suivant son engagement, il ne saurait donc avancer en ce sens. Monsieur le Président de la République, entendez cet appel du cœur des Français pour les enfants qui pourraient naître demain sans père et après-demain sans mère dans le contexte de la GPA. C'est un cri de révolte, un cri d'appel à la justice comme nous avons su en élever et comme nous continuerons à le faire. Et ne soyons pas naïfs, s'il y a la PMA sans père, il y a évidemment ensuite la gestation pour autrui. Il ne faut pas prendre les Français pour des crétins. C'est une question fondamentale qui est posée à tous nos contemporains, qui nous est posée et qui est posée aux responsables politiques, comme il est posé aux philosophes, aux sociologues, à tous ceux qui s'interrogent et sont là, en principe, pour réfléchir. Quelle est la place du père? Est-ce qu'un père, c'est important? Qui sommes-nous pour oser décréter? Qui serions-nous pour oser décréter que les enfants n'ont pas besoin de père? Il en va d'une question et d'un enjeu d'humanité. On nous dit que les femmes ne peuvent pas se passer d'enfants, mais alors les enfants pourraient-ils se passer de père? Quoi qu'il arrive, si Emmanuel Macron ne tenait pas son engagement de n'avancer que sur l'existence d'un consensus, s'il faisait volte-face, nous sommes prêts.